que des mots. Lionel. Mots magiques, les mots tactiques qui sonnent faux. Transport des propres en sécurité. Oui, tellement faux. Moins de camions, plus de wagons. Un wagon, ça nous fait 3 camions. Là c'est pas pour moi, et c'est pour mes orphelins. Qui aiment le vent et le Approche de toi qui te dit tu peux me la finir, je te dis quand même. Pour ça, je me défie, les obligés. je les retiens. Je vois du coup là. La rancœur. Paroles, paroles, paroles. Écotax. Paroles, paroles, paroles. Max Carbone. Paroles, paroles. Moins de pétrole. Plus de locaux. Moins d'autos. Voies ferrées. Aspirées. Écotax. Max Carbone. Moins de pétrole. On est là, même si vous ne voulez pas, nous on est là. Monsieur le Président, je vais vous inviter à venir de ce côté parce que vous serez un peu trop loin sinon de la sono. Merci. Bonjour à tous, chers collègues, chers camarades. Dans cette situation, on voit que les cheminots se sont réunis massivement ce matin parce qu'ils souhaitaient effectivement rencontrer le président et c'est important que les cheminots puissent avoir un temps d'échange avec le président et c'est pour ça que les organisations syndicales ont accepté de réduire ce temps-là et que le président puisse venir directement expliquer les positions, la stratégie d'entreprise devant vous. Le temps d'échange qu'on a eu nous a permis de nous positionner et de porter les revendications propres à l'entreprise et bien un peu plus largement sur la question des retraites, mais également de porter les sujets du Limousin avec la volonté que chacun a de développer le service public ferroviaire sur un territoire comme le nôtre. Le président a expliqué la stratégie globale de l'entreprise avec les difficultés et la mise en œuvre de voitures à concurrence. Là-dessus, nous avons notre positionnement et le sien. S'il souhaite intervenir, il le fera, mais je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est l'expression qu'on peut avoir autour des sujets plus locaux et l'avenir du territoire et des cheminots du Limousin. Là-dessus, Monsieur le Président, je vous ai trouvé très optimiste et loin de réalité que chaque cheminot peut rencontrer. Et je pense qu'il y aura quelques interventions qui vous rappelleront effectivement ces difficultés-là.
Nous, notre réalité, elle n'est pas comme celle que vous le présentez. Le voyageur est peut-être en développement avec une activité TER qui se développe, des voyageurs qui prennent le train, où il y a une volonté de reprendre le train. L'axe POLT souffre de grosses difficultés et là on ne peut qu'en mesurer les choses avec des perspectives sur 2025 ou 2026 qui ne peuvent pas nous satisfaire parce que pendant 3 ans, ça veut dire que c'est 3 ans de galère qu'on nous promet si on en reste dans la même situation qu'aujourd'hui. Et il y a la question aussi du fret sur lequel nous on considère qu'on a un territoire assez dynamique avec des entreprises importantes. Je vous rappellerai juste que Brive est la deuxième zone de logistique de Nouvelle-Aquitaine. Il y a zéro container de transporté sur notre territoire. Donc il y a des choses à prendre en compte, il y a des réalités. Et là-dessus, il faudra que l'entreprise soit force de proposition. Comme d'ailleurs on vous l'a expliqué sur le bord de Lyon, l'entreprise ne le fait pas. Et il faudra peut-être s'exprimer pour quelles raisons l'entreprise ne le fait pas. Il y avait aussi d'autres sujets sur lesquels vous avez fait un peu une impasse, sur l'état de nos lignes régionales, sur la place des femmes dans l'entreprise, les travailleurs handicapés. On voit beaucoup d'affichage mais peu d'actes. Voilà. Aujourd'hui, ça, vous n'avez pas aussi répondu sur cette question-là. Sur la question de l'ouverture à la concurrence, on voit déjà que le leitmotiv de l'entreprise, c'est ça se fait déjà au fret, ça se fait déjà à l'infra avec les sous-traitances et tout. Aujourd'hui, il y a cette problématique au TER qui arrive sur l'exploitation ferroviaire, ce qui entraîne des problématiques de modification des métiers, évolution des métiers qui est fait par notre direction régionale. Sur le sujet, vous avez passé directement, vous dites qu'il y a des transformations, il faut assumer. Aujourd'hui, nous, au moins à Sudrail et sur les travailleurs des cheminots de Nouvelle-Aquitaine, on commence à en avoir marre. Aujourd'hui, on a des métiers qui faisaient notre force, on a des sécurités qui faisaient notre force, on a des branches métiers qui faisaient la force de l'entreprise et aujourd'hui, on est en train de se mélanger dans un fourre-foi libéral et ça, c'est plus acceptable. Voilà, aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Il y a aussi cette dynamique d'ouverture à la concurrence. Vous dites c'est la loi, mais d'accord de branche, c'est l'UTP qui les fait. Et l'UTP, excusez-moi, la SNCF, c'est quand même eux qui sont partie prenante énormément de ça. Donc au-delà de dire que vous êtes initiateur de notre cas social, on dirait que vous êtes au moins un minimum un complice. Donc il va falloir aussi s'expliquer là-dessus, sur les conditions de travail et sur l'avenir des cheminots et au quotidien, de comment vous allez mettre en place de vraies actions pour nous accompagner sur les carrières longues, sur la reclassement, parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça pose un problème, parce qu'il y a cette réforme des retraites, on en a parlé, mais comment vous allez adapter nos métiers? Vous parlez de conditions de travail, que vous allez initier, commencer à faire des groupes de travail, mais aujourd'hui, je pense que les conditions de travail, ça fait des années et des années que les organisations syndicales t'appellent sur le sujet. Comment on peut laisser certains dans des métiers pénibles aussi longtemps, dans des conditions de travail aussi déplorables, dans des ateliers qui sont mortifères? Parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail dignes des années des machines à vapeur, c'est plus entendable. Et sur le bassin libre, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc à un moment donné, les cheminots veulent des réponses là-dessus. On n'en a pas eu assez là-dessus, là-haut au moins, pas qui nous correspondent. Donc maintenant, il faut aussi expliquer aux cheminots. Oui, juste rapidement, et pour vous laisser vous exprimer, c'était juste une réaction, et Loïc en a parlé aussi, c'était votre optimisme. Alors c'est bien d'avoir un président optimiste, mais par rapport à notre région, de dire que vous êtes venu il y a quelques années, que vous avez remarqué que la situation au Limousin s'était grandement améliorée. Là par contre, il va falloir, je pense, vous expliquer sur le sujet, parce que là il y a une grosse incompréhension, et je ne vois pas, et nous on a vu que se dégrader la situation sur notre territoire, que ce soit au niveau du POLT, au niveau du TER, au niveau de toutes ces tous les emplois perdus, et là-dessus on souhaite vous entendre. Oui, merci. On a déjà eu un échange en salle tout à l'heure, mais on a eu un petit manque de rebond, donc il y a peut-être des questions qu'on peut venir vous poser ici. Et notamment, vous avez évoqué le marché remporté sur l'étoile d'Amiens, mais on aimerait aussi vous entendre sur qui l'a remporté, effectivement la SNCF, mais quelle filiale SNCF, quel statut pour la filiale SNCF qui l'a remporté. Ça sont des premiers points qui pourront déjà en tout cas alimenter le débat de l'ouverture à la concurrence pour Nouvelle-Aquitaine. Et de plus, on a aussi parlé de dialogue social. Donc aujourd'hui, je pense que tous les gens qui sont là pensent que le dialogue social est essentiel, nous également, et qu'il faut vraiment mettre les moyens aussi sur le dialogue social. Si on voulait vous dire un mot. Donc ce mot, je l'ai écrit parce que je voulais pas être pris par l'émotion de la sincérité et de l'engagement de mes camarades ici. Donc voilà. Monsieur, même si vous n'êtes pas partageur de la redistribution des richesses produites par les cheminots, ici ce territoire garde le sens de l'accueil et du partage. D'abord celui du partage des valeurs. C'est pourquoi au nom des cheminots CGT de la région,
nous vous remettons ce t-shirt qui vous sera utile lors des rencontres avec une partie des élus locaux. On vous remet aussi un échantillon de notre terre. Cette terre de résistance, c'est celle qui nous nourrit, nous et nos familles. C'est celle qui nourrit la France avec son agriculture paysanne. C'est celle qui nourrit la culture avec son histoire sociale. Cette terre, elle sait fournir, à condition qu'on lui donne les moyens de desservir et d'être desservie. Elle sait recevoir, et notamment les populations en souffrance face à la guerre. Le village martyr d'Oradour-sur-Glane, le massacre dans la ville de Tulle, ou le monument aux morts de Genceloux nous rappellent sans cesse « Maudite soit la guerre ». Il n'y a pas de distinction à faire dans nos trains et ailleurs entre les peuples qui subissent les atrocités à l'est de l'Europe ou de l'autre côté de la Méditerranée. Monsieur, les cheminots de cette région sont ancrés dans la vie locale. Ils connaissent les moyens de leur territoire, les besoins de leur territoire, il faut les écouter. Ils sont attachés à tous les services publics et vous les retrouverez toujours sur les chemins qui mènent à la suppression des inégalités entre les territoires. Ici, on ne raisonne pas en chiffres, mais en bon sens. Monsieur, vous avez déclaré devant vos managers vous engager personnellement dans la réussite d'un programme où, je cite, « Les salariés doivent pouvoir s'épanouir dans le travail et vivre le temps qu'ils passent dans l'entreprise comme un moment positif de leur vie et non comme une corvée. » Cet engagement, nous l'avons inscrit sur nos portes de casier, sur le fronton de nos vestiaires. Et chaque jour, par notre engagement dans l'exécution du travail bien fait, on guette une annonce qui lèvera nos craintes sur l'avenir de nos emplois roulants et sédentaires, sur votre reniement à vouloir répondre à l'ouverture à la concurrence par uniquement des filiales, sur votre renoncement à externaliser dans un GIE l'action sanitaire et sociale, sur le maintien de la modernisation de nos lignes, sur la pérennité d'un centre de maintenance dimensionné pour les matériels roulants, sur le maintien des gares dans les guichets, etc. Monsieur, ici le 7 mars, dans le cadre de l'appel de la France à l'arrêt, lancé par toutes les forces de progrès de ce pays, nous honorons la mémoire de Pierre Sémard, dans son combat pour la justice et la solidarité. Il nous démontre encore aujourd'hui, 81 ans après avoir été fusillé, qu'il ne faut pas baisser les bras. Il évoquait dans un avant-propos « Je suis un pacifiste aussi intégral qu'on peut l'être, mais je n'aime pas recevoir des coups. Quand on me frappe, je riposte. C'est cela mon pacifisme. » Ce propos imagé, nous vous l'adressons comme nous l'adressons à nos gouvernants qui veulent rogner nos droits de vivre de notre travail. Alors, Monsieur le Président, bienvenue sur notre terre de résistance. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on a commencé à discuter avec les organisations syndicales en salle. On passe un petit temps avec vous. Moi, je pense que mon propos principal sera autour du Limousin. Je pense que c'est ça, on a remis la terre, donc on va parler du Limousin. D'abord, je sais que c'est une terre ferroviaire. Je sais que c'est une terre ferroviaire et que le chemin de fer a tenu une place importante dans le Limousin pour relier tous les territoires. C'est aussi d'ailleurs des choses qu'on va discuter là tout à l'heure avec des élus et avec la venue du ministre. Dans le Limousin, il y a le voyageur, donc avec l'axe principal, l'axe POLT, j'y reviendrai, j'en dirai deux mots, et puis tout ce qui est régional, avec beaucoup de petites lignes autour des étoiles, étoile de Limoges, étoile de Brive. D'ailleurs, je suis passé à Limoges, bien sûr, on est aujourd'hui, je suis passé à Brive, je suis même allé jusqu'à Saint-Denis, près Martel, pouvoir vivre ces lignes. Et c'est vrai que ces lignes, je sais qu'elles structurent votre territoire, vous y êtes attachés, et c'est normal. Alors mon petit optimisme, mais heureusement que je le suis, parce que parfois avec tout ce que j'entends, je pense qu'il faut un peu d'optimisme quand même pour avancer. Et je fais attention d'ailleurs à pas excessivement noircir les choses, parce que la noirceur amplifie la noirceur, donc un peu d'optimisme, ça fait pas de mal. Je pense que sur le régional, la région Nouvelle-Aquitaine en gros fait le job, donc parce que c'est la région effectivement qui est maintenant la patronne des trains régionaux. Moi je vois que les trains kilomètres augmentent, je vois que l'offre augmente, je vois que les matériels roulants, il y a des commandes qui se font, donc peut-être il y a encore des matériels anciens à droite à gauche, mais il y a quand même une dynamique autour du train, et il y a du trafic, et le plus important c'est ça, c'est que les gens reprennent le train, ou prennent le train. Ça c'est une bonne chose, parce que c'est ça qui assure l'avenir d'une activité, c'est que les usagers, c'est ça qui est important, et ça je crois que la dynamique est là, dans le Limousin comme ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, mais il y a un choix du train. Donc ça, moi, c'est pour ça que je suis optimiste, en tout cas sur la partie régionale. On peut embrayer tout de suite sur la concurrence.
Le président de région, il y a quelques mois, a fait une annonce effectivement qui a fait du bruit, puisqu'il a déclaré son intention de s'orienter vers la concurrence. Je crois que depuis, il a marqué une pause, il réfléchit à la manière dont tout ça peut s'articuler. Là-dessus, je vous mets à l'aise, j'ai jamais été moi un militant de la concurrence, hein. Vous m'avez jamais entendu dire c'est génial. Moi je dis c'est des règles dans lesquelles on nous met et donc il faut adapter l'entreprise. Parce que moi mon objectif à partir de là, c'est pas la remise en question des règles, parce que moi c'est pas mon objet, c'est de faire en sorte que la SNCF gagne un maximum de lignes. Et moi je me réjouis. Alors il faut faire attention parce qu'on est qu'au début, mais sur 3 lots qui ont été ouverts à la concurrence, on en a gagné 2. Ça prouve que la SNCF peut gagner. Voilà, donc, et si un jour la concurrence arrive dans le Limousin, elle arrivera au maximum dans 10 ans. Mais 10 ans c'est long, mais elle arrivera, puisque la loi c'est comme ça. Je pense que la SNCF a tout ce qu'il faut pour garder l'activité. Alors peut-être il y a le sujet des filiales, vous l'avez évoqué. Pour moi, je pense que c'est la modalité nécessaire pour gagner. Voilà, il y a un débat là-dessus, mais il ne faut pas en avoir peur. Et d'ailleurs, il y a des discussions, il y a des concertations là-dessus pour sécuriser au maximum les cheminots qui seraient amenés à travailler dans ces filiales SNCF à 100% quand même. Voilà, donc ça, il ne faut pas en avoir peur. Je pense que la démonstration sera faite bientôt au fur et à mesure que les choses vont se déployer. Sur Polt, c'est sûr que Polt, on en parlait tout à l'heure, les choses ont énormément tardé, les décisions à prendre, qu'il faut prendre, qu'il fallait prendre. Il aurait fallu les prendre plus tôt, à la fois sur la voie et sur les matériels roulants. C'est ça dont vous souffrez, et dont les usagers souffrent ici. C'est que les voies sont anciennes, et les matériels, n'en parlons pas. C'est du corail, c'est des 26 000, on connaît l'âge de ces 2 matériels roulants. Et je trouve que les cheminots, qu'ils soient de Limoges, qu'ils soient de Paris, puisqu'il y a aussi des cheminots parisiens qui travaillent là-dessus, et les autres, font des exploits, parce qu'arriver à tenir des trains avec des matériels aussi anciens sur des lignes aussi vétustes, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Les décisions, elles tardent un peu à arriver, c'est du 2026, vous l'avez dit, c'est long, 3 ans. On va faire le maximum pour tenir pendant ces 3 ans. Je pense qu'on peut renforcer ce qui peut l'être, enfin tout ce qu'on peut faire pour renforcer, on le fera, mais il n'y aura pas de miracle. Voilà, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On va tenir à peu près les niveaux de service. On va prendre des engagements d'ailleurs aujourd'hui, des engagements de qualité, parce que derrière tout ça, c'est le voyageur qui compte. Hein. C'est le voyageur qui compte. Donc 2-3 ans encore un peu compliqué, mais derrière, je pense qu'enfin les solutions de fond, les solutions structurelles vont être apportées. Donc sur le voyageur, à court et moyen terme, régional et longue distance, je suis assez confiant. Ça, c'est mon optimisme. Sur le fret, je suis d'accord avec vous, on part de beaucoup plus loin sur le fret. En Limousin comme ailleurs. Sur le fret ferroviaire, c'est là où la France a pris beaucoup de retard. Beaucoup de retard. C'est un système. C'est pas qu'une région, le fret. La région, elle est connectée à la France, elle est connectée à l'Europe. Il y a des trafics internationaux, européens, sur les ports, etc. On a pris énormément de retard sur le fret. On part de plus loin. Faut pas lâcher l'affaire, mais en étant conscient qu'on part de plus loin. Là encore, ce qui me donne confiance, je pense que dans le Limousin comme ailleurs, c'est qu'il y a des entreprises qui ont envie de revenir au train. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc à nous de leur proposer les services, les plateformes logistiques, vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup d'échanges de marchandises qui se font avec des containers, maintenant c'est comme ça, qui arrivent des ports de la mer du Nord ou d'ailleurs. Il y a le wagon isolé aussi qui peut avoir de l'avenir. Il ne faut pas lâcher le wagon isolé non plus. Et la SNCF, j'allais dire un peu, va se spécialiser sur le wagon isolé. On est les seuls à l'en faire. Donc on va continuer. Après, il y aura les trains entiers pour l'industrie. Voilà, avec peut-être tout ce qu'il faut rester ici et il y a peut-être des possibilités de remettre du train. Voilà, donc c'est pour ça que je suis optimiste. Et au fond, ce qui me rend optimiste aussi quand même, c'est que les Français se tournent vers le train, on l'a dit, on le voit, la fréquentation est forte. Les jeunes générations, il y a quelques jeunes visages là parmi nous, choisissent massivement le train, pas que, hein, mais voilà, donc ça c'est encourageant. Et enfin quand même, vous l'avez pas dit, mais moi c'est un facteur un petit bout de ciel bleu, on en a parlé tout à l'heure avec des organisations syndicales en salle, c'est les annonces faites quand même d'un investissement très important sur le ferroviaire, qui va prendre 15-20 ans à se faire, mais quand même, on préfère ce genre d'annonce que pas d'annonce. Bon, il y a des choses encore à régler sur le financement, sur la planification, etc., mais il y en a quand même une perspective que moi je trouve très importante, et le Limousin à coup sûr aussi aura sa part dans ces investissements de régénération, de modernisation pour la relance du ferroviaire. Voilà, c'est pour ça que je suis optimiste, pas PA, mais optimiste, et en Limousin comme ailleurs, je pense que la SNCF et le ferroviaire ont de l'avenir devant eux. Monsieur Farandou, moi je vais intervenir. On s'était rencontrés, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous n'étiez pas encore nommé, vous étiez nommé mais pas en poste, avec le guignol de l'aviation qui était avec vous, qui ne savait pas que sur la ligne dont il était député quelques mois avant, il y avait du fret qui avait roulé à une époque. Je vais revenir sur les lignes et sur réseau un peu, parce que moi je suis réseau et je ne vous ai pas entendu beaucoup parler de réseau. Aujourd'hui, on a des décisions qui vont à l'encontre de tout bon sens.
Vous avez dit la priorité, c'est l'usager. À court terme, à très court terme, il y a un moment, il y a un geste fort qui pourrait être de votre part. On va faire une modernisation de la ligne Nexon-Brive, qui est à quelques kilomètres d'ici, en faisant une mise en navette. Cette modernisation, elle va se traduire par quoi? Par la réouverture, impossibilité de réouverture définitive du tronçon qui est fermé, alors qu'il n'y a rien qui impose aujourd'hui de faire cette mise en navette, si ce n'est la volonté par SNCF Réseau de faire payer la suppression des agents de circulation à la région. Ça, c'est dénué de sens. Aujourd'hui, on a nécessité d'y aller, il n'y a pas d'impératif, on peut faire des économies, parce qu'on parle souvent, moi, mon directeur qui est dans la salle du dessous, là, m'a dit encore il y a une semaine, attendez, on vous supprime les places de parking ici, parce qu'on n'abuse pas de l'argent public et l'argent du contribuable. Là-bas, on va faire payer 2 millions de contribuables, alors qu'il n'y a pas besoin de les faire payer. Et donc, ça, c'est très grave, et parallèlement à ça, on fait des travaux de voie sur cette même ligne, qui permettraient de faire rouler les trains à 100. On va rouvrir la ligne à 70. Quel sens ça a, quoi? Mais il y a un moment, et là il y a un message qui doit tomber d'en haut, et très rapidement, les travaux commencent début juillet. À côté de ça, on a Limoges-Angoulême, une autre ligne qui a fermé en 2018. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les mêmes stratégies de maintenance, ce qui est même étonnant, entre la région Poitou-Charentes et la région Limousin. Chez nous, on était plutôt, on va dire, en bon père de famille, on fait au fil du temps, on n'attend pas que ça se dégrade pour faire une opération coup de poing. La ligne, il n'y a pas de souci, les trains roulent. De l'autre côté, le Mosin est passé, terminé, on ferme. Ça devait fermer 15 jours, février 2018. On est février-mars 2023, c'est pas rouvert. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, dans le cadre des études préliminaires, c'est de dire, on a tablé sur un besoin à un train TER par heure. Donc il y a des gares qu'on va supprimer, on va supprimer la voie d'évitement. En voie unique, c'est quand même dommage de se priver de voie d'évitement, sachant que c'est la ligne qui a le plus gros potentiel fret sur la région. Il y a un moment, si la vision aujourd'hui, en 2023, de la mobilité, c'est uniquement un TER par heure sur une ligne entre deux ex-capitales régionales, moi ça me pose de sérieuses questions sur la direction de la stratégie SNCF. Alors, on a eu Madame Borne dans le passé, on sait ce qu'elle vaut, et donc j'espère que depuis on a rectifié le tir, elle a pris d'autres fonctions, j'espère qu'on a mis mieux à sa place, mais ça pose quand même de réelles questions. On a Limoges-Ussel. Limoges-Ussel, en 2017, la région Nouvelle-Aquitaine avait demandé un audit à SNCF Réseau pour savoir l'état des lignes quand il y a eu la fusion des régions et où est-ce qu'on en était. L'audit disait la signalisation est obsolète sur cette ligne-là, donc c'est la première ligne télécommandée, alors, vous ne savez peut-être pas tout, première ligne télécommandée de France en informatique. Les PC sont à bout de souffle, on a du mal à trouver du matériel de maintenance, on a trouvé des solutions mais on a eu du mal avec. A été actée la fermeture de la ligne s'il n'y avait pas de décision prise, je crois que c'était fin 2022, fin 2023. Les échanges qu'on a pu avoir avec les élus, la prise de conscience de la population a fait qu'il y a eu des engagements. Aujourd'hui, les engagements ont été pris. Par contre, on était sur une vision 27 millions d'euros, voie plus signalisation en 2017. Derrière, on nous dit on met de l'Argos, donc l'Argos, système de signalisation moderne, c'est moins cher. On arrive à 45 millions début 2022. 45 millions 2022, pourquoi? Parce qu'il faut mettre de la fibre partout. Tant mieux, on met de la fibre. Et puis septembre 2022, 60 millions, parce qu'il y a l'inflation. Donc pour l'instant, les travaux, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de signé. On va arriver à 100 millions pour un système qui devait être moins cher avec l'Argos. Ça pose quand même de réelles questions. Alors, quand on arrive à des choses comme ça, sur un système, ça va être de l'informatique qui va être obsolète, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre des agents avec du bloc manuel sur une gare comme ça, parce que les agents ne sont pas obsolètes. Alors après on s'engage, mais je pense que si on fait le calcul, ça coûtera bien moins cher que 80 millions sur la durée de vie de l'installation. Aujourd'hui, ça personne ne le voit dans la vision stratégique de l'entreprise, mais il y a un moment, il va peut-être falloir se poser les bonnes questions, parce que les milliards annoncés par Madame Borne, on va être capable de les dépenser, mais on ne fera pas plus, parce que par contre ceux qui se gaffent, c'est les majors du BTP. Et donc ça pose quand même de réelles questions, parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, moi j'ai une camarade qui était cadre supérieur sur l'Île-de-France, qui maintenant est en retraite, m'avait fait la remarque. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une perte de connaissances au niveau maîtrise d'œuvre travaux. Et en fait, l'exemple qu'elle me prenait, c'est qu'elle avait été district, elle connaissait. Un chantier estimé à 5 millions en Île-de-France, petit chantier. 3 appels d'offres, 9 millions les 3. Quand on dépouille et qu'on va voir les entreprises, mais attendez, là vous faites pas, là vous doublez, vous gagnez de l'argent là-dessus, c'est pas vous mutualisez. Ah oui, ah oui, vous avez raison. Et au final, ça redescend à 5 millions. Donc il y a un moment, les dépenses d'argent public, il y a un moment, ce que vous avez fait, vous, vos prédécesseurs, la direction de la SNCF, en arrêtant les recrutements de techniciens, en externalisant, vous augmentez naturellement le prix de la maintenance et des investissements.
Donc il va falloir rectifier le tir très rapidement là-dessus. Et pour finir, un sujet moi qui m'agace un petit peu, c'est que quand je vais voir dans des bureaux, que je vois des prestataires qui me disent ben, j'ai été agent de circulation dans le passé. Un prestataire agent de circulation dans le passé. C'est pas logique ça, à un moment c'est plutôt le contraire. Ben ouais, j'étais jeune cadre, j'ai tenu un poste pendant 1 an, j'ai loupé ma certif, on m'a mis dehors. Et par contre on le voit revenir par un prestataire. Donc c'est soit la personne, elle est incompétente pour nous, et elle sort de l'entreprise, soit elle a des compétences, on la garde, mais on la garde dans l'entreprise et on ne fait pas de l'externalisation. Là, on a des prestataires en assistance maîtrise d'ouvrage, il n'y a pas un cheminot de SNCF, c'est que des cheminots de prestations extérieures. Et ça, c'est pas possible. Pour les 100 milliards, faut pas nous mentir, ça a été annoncé, c'est pour les RER métropolitains. Et aux dernières nouvelles, au moins pour le bassin limousin, on n'est pas concerné. Donc, n'allez pas trop sur ce sujet-là, ça serait bête de mentir aux cheminots aujourd'hui. Non, je ne mens pas aux cheminots, il y a la régénération, monsieur. Hein. La régénération, elle est pour tout le monde, la modernisation des postes aussi, etc. Donc, non, pas d'accord avec vous sur ce point. On a le droit de ne pas être d'accord sur tout. On est un peu pris par le temps, non? Je crois que c'est ça. Bon, peut-être une réponse, un point global. Vous voudrez terminer peut-être là? Non, ok. Oui, il y a plein de sujets, mais bon, il faut... Non, je ne peux pas répondre à tout, non. Je ne peux pas répondre à tout. Je crois que ce que vous avez dit sur les travaux est fondamental, parce qu'il n'y a pas de ferroviaire sans réseau. Voilà. Pourtant, je ne suis pas un homme du réseau, moi je suis un homme du transport plutôt, mais j'ai cette conviction profonde que le tout part du réseau ferroviaire. Et donc, il faut le bon réseau ferroviaire, vous avez raison, avec les bonnes solutions techniques à des coûts raisonnables. J'entends ce que vous dites, peut-être qu'il y a des choses à reconsidérer sur le caractère raisonnable de certains projets, notamment sur le dernier que vous avez exprimé. Donc, parce que s'il est trop cher, il ne finira pas par se faire, de toute manière. C'est ça, c'est le risque. Hein. C'est sûr. Oui, voilà. Donc, quand on monte trop l'ardoise, effectivement, après, tout le monde s'arrête. Donc, il y a peut-être des solutions plus raisonnables, plus accessibles, qui permettraient d'avoir un service ferroviaire à des coûts modérés par rapport aux attentes de service sur la ligne. Donc, tout ça peut être revu, peut être examiné, et vous avez raison d'interpeller la direction sur ces sujets. Ça se regarde. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis sensible à ce que vous dites sur les métiers, par exemple. Les métiers, je pense qu'il y en a aussi, on a un peu évoqué rapidement ensemble. Il faut qu'on retrouve à la SNCF un dialogue social par métier. Les grands métiers, c'est structurant. Les métiers d'exploitation, les métiers de maintenance des travaux, la maintenance du matériel, les métiers de la conduite, les métiers de l'accompagnement. Je pense qu'il faut qu'on retrouve une capacité de dialogue là-dessus, premièrement. Et deuxièmement, et ça vous l'avez beaucoup dans le Limousin, c'est la logique après que tous ces métiers doivent travailler ensemble. Parce que c'est pas tout d'avoir des métiers, mais pour faire un service de qualité, il faut aussi une capacité à travailler ensemble dans ces logiques de bassin, ces logiques de site. J'ai vu des choses pas mal d'ailleurs, hein, aussi bien à Limoges qu'à Brive, j'ai vu des services qui travaillaient ensemble et je pense que c'est important pour les fondamentaux, pour la sécurité, pour la régularité. Donc voilà, donc moi mes 2 axes un peu d'amélioration, parce que je suis tout à fait prêt à... 3 axes d'amélioration, je suis prêt à les accepter, c'est effectivement réviser les grands projets et voir s'il n'y a pas des choses plus raisonnables à faire, on peut prendre le point. On peut le regarder. Deuxièmement, engager ou amplifier le dialogue social par métier. Je pense que c'est important. Et troisièmement aussi, encourager la capacité des services à travailler ensemble pour produire le meilleur service possible. Voilà à peu près moi mes axes. Et je pense que dans le Limousin ici, il y a une vraie solidarité, vous l'exprimez d'ailleurs, hein, une vraie solidarité des cheminots autour du ferroviaire. Il faut travailler là-dessus. Je pense que c'est une bonne base pour développer le ferroviaire. Moi j'ai confiance dans ces territoires. Je pense qu'on peut développer le ferroviaire et on va le faire. Voilà, moi je terminerai sur cette touche optimiste parce que je pense qu'il faut quand même être optimiste, pas nier les problèmes, pas nier les difficultés que vous remontez d'ailleurs, que les anciens amicales remontent, mais à la fois mettre une perspective de développement qui est accessible pour les cheminots et pour la SNCF. Je sais pas si vous... Je vais faire rapide. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, notre volonté est de maintenir de l'activité ferroviaire, de la développer dans le bon sens et dans l'intérêt des citoyens et des territoires. Il y a une notion, il ne me semble pas que vous l'avez reprise, qui nous semble importante et prioritaire, c'est la notion de service public. C'est ce qui fait la garantie et le garant de l'équité de tous sur tout territoire. Et sur un territoire rural comme le nôtre, si l'État nous abandonne au travers de l'abandon de ses services publics, eh bien c'est de la souffrance. Et l'entreprise doit jouer ce rôle-là. Alors effectivement, avec le détricotage qu'on connaît, hein, mais on est toujours une entreprise publique, à capitaux à 100% public. Alors il faut faire en sorte que ce soit l'entreprise publique qui continue à travailler en Limousin. Parce que vous parlez de la SNCF, certes, mais sous quelle étiquette et sous quel statut?
Et nous, c'est l'importance qu'on y attache. Donc il faut que vous entendiez ça. Nous sommes force de proposition, c'est sûr. Nous sommes force de contradiction, c'est sûr. Et nous continuerons à lutter de cette façon-là parce qu'on considère que les projets, souvent, ne vont pas dans le bon sens et ne vont pas dans l'intérêt général. Et on continuera à mener cette bataille pour l'intérêt général. Hein?